Radio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il y aurait entre 30 000 à 45 000 personnes qui se prostitueraient en France. Alors c'est toujours difficile de connaître exactement les chiffres. Bon nombre d'entre elles seraient étrangères et bien sûr la plupart sont de sexe féminin. Je crois que c'est à peu près 90% de femmes pour 10% d'hommes. Alors certains les appellent les travailleuses du sexe, expression sans doute moins stigmatisante que pute. Alors je rappelle que la France est abolitionniste puisque la loi de 2006 pénalise tout client qui aurait recours à des relations sexuelles tarifées. Bon, cela dit, la loi est guère appliquée. On va parler avec Arthur Vernon de ce sujet. Est-ce qu'on peut moralement vivre en vendant des services sexuels? Alors j'évoque la prostitution, mais après tout, on peut parler aussi de la pornographie. Et d'ailleurs, elle est actuellement de plus en plus envisagée comme trop dégradante pour les femmes. Et puis, on pourrait essayer de comprendre si les femmes se vendent par plaisir ou par nécessité, parce qu'on voit bien quand même que lorsque la femme n'a pas besoin d'argent, il est quand même plutôt rare qu'elle ait recours à des relations sexuelles tarifées. Mais en même temps, j'oserais dire que de nombreuses femmes aiment être invitées, recevoir des cadeaux, épouser de préférence un homme qui a une bonne situation. Bref, tout ça est quand même assez complexe. Alors, je ne vais évidemment pas dire que la femme est vénale, mais on peut se poser la question s'il y a quelque chose d'inné ou d'acquis. Mais on va en parler ensemble et je vous laisse évidemment libre de penser ce que vous voulez et de réagir surtout en nous appelant au 0826 300 300. Arthur Vernon, merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de ce bar à fantasmes parisien, le Sweet Paradise, qui se trouve à Paris dans le 2e. Je crois qu'après 15 heures, une de vos sweeties, puisque c'est comme ça que vous les appelez, qui donc travaille dans l'érotisme. Alors ce n'est pas de la pornographie, mais c'est quand même montrer son corps pour exciter les hommes. Ces méchants hommes qui ne pensent qu'à regarder les femmes à poil. Oui, alors... D'abord, bonjour Brigitte. C'est de l'érotisme, c'est parfois aussi ce qu'on pourrait appeler de la pornographie, dans le sens où la pornographie, elle est représentée, on l'imagine au travers de vidéos, mais parfois il y a des scènes, je dirais réelles, non simulées, sur scène, qui relèveraient, si elles étaient filmées, de vidéos pornographiques. Donc c'est aussi une pratique pornographique. Ce n'est pas le cas de toutes les sweeties, mais je pense que celle qui intervient justement à participer à la création d'un spectacle explicite, donc qui va très loin, à son initiative. Donc ce sera effectivement intéressant d'avoir ce témoignage. Et je reviens juste sur l'appellation travailleur du sexe. Je pense que c'est un terme, on va dire, plus global, qui inclut évidemment la prostitution, qui en France est donc interdite puisque nous sommes abolitionnistes comme vous l'avez indiqué. Elle n'est pas interdite, la prostitution, mais c'est interdit d'avoir des clients. C'est ça. Tout le paradoxe de cette loi. Effectivement, les prostituées ont le droit de vendre, mais les clients n'ont pas le droit d'acheter. C'est quand même un truc incroyable. Vous imaginez, si on faisait la même chose pour la drogue, on a le droit de vendre la drogue, mais on n'a pas le droit de l'acheter. Enfin, il y a une cohérence intellectuelle un petit peu compliquée sur... Et d'ailleurs, c'est forcément une mauvaise loi puisqu'elle n'a pas de sens. Et ben voilà. On est bien d'accord. Bon. Voilà, mais en tout cas, il y a donc le seul travail du sexe qui est illégal. Et il y a une autre partie du travail du sexe. On entend par travail du sexe l'utilisation de son corps à des fins, on va dire, d'excitation sexuelle d'un public. C'est donc le cas pour la pornographie qui, aujourd'hui encore, est légale en France, ou pour des artistes qui font du striptease dans des clubs de striptease, ou des artistes érotiques comme celles qui sont chez nous. Oui, c'est une dénomination générique. Ou toutes ces femmes qui, notamment sur Chemsex, qui se mettent des godes dans le vagin pour exciter les hommes. Parce que et alors justement la différence entre pornographie et érotisme, c'est quand il n'y a pas de pénétration visible. En gros, oui, voilà. Pour essayer que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Mais à la limite, le striptease, c'est déjà profiter de son corps à des fins mercantiles. Oui, et donc c'est considéré au sens large dans une définition aujourd'hui commune comme étant du travail du sexe. Alors, je crois que vous êtes en train d'écrire un livre sur ce sujet et vous avez eu envie qu'on en parle. Alors moi, j'élargis un tout petit peu le débat en posant la question: est-ce que les femmes
femme serait plus vénale. Moi, j'aime bien l'expression qu'une femme s'offre quand elle fait l'amour. Et si on s'offre, c'est quand même parce qu'on espère quelque chose en retour. Alors peut-être qu'on espère de l'amour en retour, mais peut-être qu'on espère aussi un cadeau ou de l'argent. Finalement, je mets les pieds dans le plat. Hein. Oui, je dirais, il y a eu des raisons économiques qui ont fait que la situation des femmes a été dégradée par rapport à celle des hommes. En tout cas, on va dire surtout dans le passé, aussi parce que nous étions dans une société qui était moins une société d'abondance, et donc il y avait moins de richesse, et donc il y avait un intérêt global à ce qu'il y ait, on va dire, une structure familiale avec l'homme qui travaille et puis la femme qui était davantage femme au foyer, et donc dans un état de dépendance économique. Et donc il y avait un intérêt pour les femmes à être particulièrement vigilantes sur les ressources, puisque les ressources généralement ne venaient pas de leur travail, mais venaient justement des hommes. Ça, pour moi, c'est un petit peu l'ancien temps. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'égalité où les hommes et les femmes ont le droit d'avoir le même travail, enfin d'avoir du travail. Bien sûr. Donc les femmes sont autonomes. Donc ce que vous dites, je dirais, ça a pu, à mon avis, correspondre à un état d'esprit. Mais aujourd'hui, où les femmes sont davantage autonomes économiquement, je pense que la sexualité, c'est une option parmi tant d'autres en termes de travail, sans forcément dire que la femme serait plus vénale que l'homme. Oui, enfin, soyons quand même clairs, Arthur Vernon, on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui font des études et qui se servent de leur corps pour avoir un peu d'argent et pour pouvoir continuer leurs études quand elles sont issues d'un milieu, par exemple, plutôt défavorisé. Enfin, il y a quand même aujourd'hui, alors il y a la prostitution mafieuse, et celle-là, je crois qu'on peut pas, on peut pas la défendre. On est d'accord. Bien sûr. Il faudrait même être extrêmement sévère sur le sujet, et je pense même renforcer les moyens de lutte contre ces réseaux mafieux. C'est aujourd'hui très compliqué parce qu'avec l'euro, les proxénètes les emmènent d'un pays à l'autre. Enfin, c'est très compliqué de lutter contre ce proxénétisme-là et cette prostitution-là. On pourrait juste peut-être dire aux hommes qui la consomment de peut-être faire attention de consommer plutôt des femmes qui seraient consentantes, si je puis dire. Mais bon, ça c'est pas le sujet du jour. Et je sais plus ce que je voulais dire. Peut-être qu'il n'y a pas d'amalgame, peut-être pas justement d'amalgame. Oui, et entre ces réseaux qui sont évidemment scandaleux et qui méritent d'être, enfin ceux qui les organisent méritent d'être durement punis. Mais ça va parce qu'on a cette dérive inadmissible, que derrière cette dérive doit, je dirais, polluer la réflexion intellectuelle, qui est de celle, est-ce que ou non la prostitution ou le travail du sexe de façon générale doit être autorisé ou pas, et moralement acceptable ou pas. Exactement. Et alors justement, pour parler de la dérive aussi de la pornographie, j'ai reçu ce livre Sous nos regards, donc c'est Récits de la violence pornographique. Le bandeau, c'est affaire French Bucake et Jackie et Michel. Je sais que vous êtes forcément au courant de ces deux procès. Alors, on n'a pas du tout envie de défendre ni Jackie ni le Pascal Opé, qui est donc celui qui s'est occupé de ce réseau Bucake. En revanche, moi j'ai lu le livre. Ce sont des témoignages de toutes ces filles qui ont tourné dans Jackie et Michel, entre autres. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que ce sont des filles qui ont subi des horreurs. Il n'est pas question de défendre ni l'un ni l'autre, mais en même temps, ce sont des filles qui sont issues d'enfances maltraitantes et qui quelque part, j'ai envie de dire, ont subi sans oser dire non, sans oser partir au moment où on leur demande des choses qui sont inacceptables. Donc encore une fois, ne généralisons pas non plus. Toutes les actrices qui font du porno ne sont pas des pauvres victimes qui ont eu des enfances maltraitées et qui ne peuvent pas se positionner. Bien sûr, je pense que cette affaire a le mérite de dénoncer des pratiques tout à fait inadmissibles d'abus qu'il y a en matière dans l'industrie pornographique. Maintenant, évidemment, je dirais évidemment, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il n'y a pas à généraliser. Il existe évidemment des pratiques de l'industrie pornographique davantage éthiques. Je donne simplement un exemple. On a parlé de Jackie et Michel, mais en réaction au scandale que cette affaire a créé, la société Marc Dorcel, par exemple, a créé une charte éthique. Bien sûr. Peut-être qu'elle aurait dû le faire avant, mais au moins aujourd'hui, il y a une charte éthique qui est respectée. On essaye sur les tournages d'avoir des coordinateurs d'intimité pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, tout ça pour dire qu'il est possible d'avoir une industrie pornographique éthique.
Alors ça n'a pas toujours été le cas. On a un très bon exemple d'abus, c'est pareil, inadmissibles qui ont eu lieu. Bon, les auteurs qui se sont mal comportés seront punis par la justice, mais c'est un peu comme la prostitution tout à l'heure. Il ne faut pas que ce cas vienne polluer la réflexion globale sur est-ce que la pornographie c'est bien ou pas bien. C'est un débat qui, à mon sens, n'a rien à voir. Les abus doivent toujours être condamnés, et une fois qu'on a condamné les abus, on regarde le sujet et on se pose la question. Et c'est pareil. Et c'est pareil dans toutes les professions. Il y a des métiers où il y a des gens qui abusent de leurs employeurs. Et puis il y a et puis voilà tout. Et c'est pas pour ça qu'il faut interdire dès qu'il y a des abus. Tout à fait. Et c'est vrai que sur ces deux sujets, on pourrait se dire que tiens, voilà l'occasion éventuellement de refaire porter un stigmate sur la sexualité, sujet intime par excellence, qui porteur de croyances de la part de certaines personnes et qui ont une idéologie sur le sujet. Eh bien non, ce n'est pas une bonne façon d'aborder le sujet. Soyons honnêtes dans la démarche et ayons une réflexion sur la moralité du travail du sexe, sans se laisser polluer par la question des abus que tout le monde condamne. Eh bien, on en parle avec vous. Venez donner votre avis. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Arthur Vernon. Vous êtes écrivain et vous êtes cofondateur avec Flore Chéry également du site mysuitefantasy.com où on peut aller s'inscrire pour que vous réalisiez le fantasme du couple ou le fantasme d'une personne, évidemment. Et ça marche toujours très bien, je crois. On va commencer avec Vicky qui est avec nous. Je crois que vous êtes cam girl. C'est ça, Vicky? Bonjour. Bonjour, Madame Lahaie. Bonjour, Monsieur Vernon. Bonjour. Exactement, je suis cam girl. Donc, ça consiste à vous exhiber devant une caméra pour des personnes, hein, j'allais dire des hommes, mais non, il y a peut-être des femmes. Et elles ont... Il y a des femmes aussi. On est bien d'accord. Qui vont donc vous regarder. C'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, vous considérez que c'est un métier que vous faites ou un passe-temps? Ah, moi, c'est mon vrai métier. Et vous le faites depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Je pense que c'est le fait d'avoir déménagé, changé totalement de vie. Mmh. Et le fait de pas avoir fait de connaissances dans ma nouvelle ville et d'avoir envie de prendre du plaisir et d'en donner aussi. D'accord. Vous faites un lien entre le fait de ne pas avoir fait quand vous dites de connaissances, vous voulez dire d'avoir rencontré des partenaires amoureux? Ah, même pas que amoureux, juste des connaissances tout court. D'accord. Ça vous occupe et en plus vous y prenez du plaisir, c'est ça? Bah ouais, ça m'occupe, je prends du plaisir et puis on va pas se mentir, je gagne de l'argent, donc à partir de ce moment-là. Non nous on a aucun jugement, hein, ni Arthur ni moi. Et justement, est-ce qu'on gagne bien sa vie ou pas? Je vous dirai pas combien je gagne, mais je gagne bien ma vie. Voilà, je gagne bien ma vie. Après, je suis quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules, je me lève tous les jours à 6h du matin. Je commence mes lives à 7h30, donc moi je suis plus du matin. J'estime que prendre son pied le matin fait passer une bonne journée. Alors donc, 7h30 du matin, il y a déjà des gens qui vous regardent avant d'aller bosser, quoi. Donc encore ce matin, j'ai eu 1600 personnes sur mon live. Donc je vous garantis qu'il y a du monde. En France ou dans d'autres parties du monde, puisqu'après tout, c'est un métier qui peut se faire dans le monde entier avec du décalage horaire. Alors, tout à fait. Après, je peux pas vous dire si j'ai que des personnes de France, mais il y a du monde. Après, je parle. Mais vous savez, est-ce que vous connaissez un petit peu leur âge, leur milieu social, si c'est des hommes, si c'est des femmes? Oui, les personnes qui, par exemple, moi je promouvois mon Snap. Ces personnes-là, oui, je sais l'âge qu'ils ont, ce qu'ils font. C'est des personnes avec qui je parle presque tous les jours, en fait. Alors on va poser des questions un petit peu plus indiscrètes, Vicky. Si vous avez le droit d'amener le joker, si vous voulez pas répondre. D'abord, première question, est-ce que vous en parlez à vos proches, à vos parents, par exemple, du métier que vous faites ou pas? Bien sûr. Et qu'est-ce que dit votre entourage?
Ils disent rien, ils disent tant que voilà, moi j'ai un papa qui est policier dans la vie. Il m'a dit tant que tu vends pas de drogue, fais ce que tu veux. Voilà, par exemple. Non, ils ont pas mal réagi du tout. D'accord. Pas du tout. Et vous avez l'impression, alors je crois que c'est un métier, qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui font ça de plus en plus. Hein. Oh oui. C'est en pleine explosion. Ah ouais. Et vous, je sais plus du coup ce que je voulais vous poser. Oui. Et vous travaillez combien de temps? Vous êtes en live combien de temps par jour à peu près? Par jour, moi je fais 2 fois, on va dire 6 heures au total. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Après ça dépend de comment se passe le live aussi. Hein. Non mais c'est intéressant pour les auditeurs de se rendre compte que c'est un métier qui prend 6 heures par jour. C'est un vrai métier entre guillemets dans le sens où il y a des vrais horaires et si on veut s'en sortir, on peut pas le faire à la légère en se disant c'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Non, c'est pas possible. Voilà, et je devine que vous avez une communauté un peu à fidéliser. Je sais pas si vous êtes derrière aussi sur quelque chose qui s'est beaucoup développé et qui souvent est un petit peu lié à l'activité de Cam, qui sont les sites du style Mime, OnlyFans. Alors moi, je suis pas créatrice de contenu. D'accord. Je suis pas du tout là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'impro, le direct live. C'est tout ce que j'aime. Et donc ça fonctionne avec un système où de jetons, j'imagine. Voilà, c'est ça. Où ceux qui vous regardent ont éventuellement des demandes à vous faire. Et s'ils font certaines demandes, il y a des jetons qu'ils doivent payer. Voilà. En fait, j'ai un jouet connecté. D'accord. Et que je mets dans ma foufoune ou dans mes fesses, on va dire ça comme ça. Et les personnes achètent des jetons et par exemple s'ils veulent voir ma poitrine, ils vont envoyer le nombre de jetons que moi j'ai spécifié dans un petit menu. Et quand ils m'envoient ce nombre de jetons, ça fait vibrer mon jouet. Alors, ce qu'on pourrait considérer finalement, la différence avec la prostitution, c'est que c'est un jouet, donc c'est pas un autre corps humain, si je puis dire, qui vous pénètre. Ouais. C'est du virtuel, tout simplement. Hein. Enfin, du virtuel, non, parce que vous mettez vraiment le god dans votre vagin. Oui, mais par rapport aux personnes qui me regardent, ces personnes-là ne... Oui, vous n'embrassez personne, personne ne vous touche, personne ne vous pénètre, on est bien d'accord. Mais c'est quand même, il y a quand même pénétration. Par exemple, exactement. Par exemple, un homme qui introduirait un god de force dans un vagin d'une femme, il serait considéré comme violeur. Hein, donc on est bien on est bien dans un rapport sexuel. Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, il y a eu des associations qui ont considéré que ce travail relevait de la prostitution, justement, parce qu'il y avait ce contact sexuel réel. Donc, il y a eu une décision de justice de la Cour de cassation qui a fini par dire ce n'est pas de la prostitution, donc interdite en France, simplement parce que entre le, entre guillemets, consommateur et la personne qui performe, il n'y a pas de contact physique. Donc voilà ce que cette décision indiquait. Pour l'instant. Je n'étais même pas au courant de cela. Hein. Voilà, mais c'est assez récent. Je m'informe beaucoup. C'est assez récent, ça doit avoir moins d'1 an. Enfin, le plus dingue dans l'histoire, c'est simplement qu'il y ait quelqu'un qui a eu l'idée de se dire qu'il voulait faire interdire ce type de site pour cette raison-là. Donc il y avait quand même des velléités d'interdiction. Heureusement, la Cour de cassation a sifflé la fin de la récré en indiquant non, elle a mis des limites. Bah oui, parce que moi je sais que j'ai plein de copines camgirl. On est pour celles qui font les choses dans les règles, hein, je parle comme ça. On est micro-entrepreneurs, donc c'est quand même un travail. Oui. On paye l'URSSAF, on paye nos impôts. C'est un peu aberrant de... je comprends pas trop, là. Non, mais après, c'est des questions de moralité, c'est des questions... Oui, tout à fait, mais bon, ça reste un travail, on n'embête personne, et je pense qu'au contraire, on fait du bien aux gens. Oui, mais des hommes qui s'excitent devant des femmes, c'est devenu très, très immoral aujourd'hui, Vicky, hein, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai, mais... Non, mais c'est, enfin bon, vous savez très bien pourquoi je dis ça, mais c'est ça, c'est toute la question, c'est toute la question. Est-ce que les hommes ont encore le droit d'être excités en regardant une femme? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut mieux qu'ils soient excités devant moi plutôt qu'ils aillent faire je ne sais quoi, je ne sais qui dans la rue. Hein? Oui, enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est des sujets, c'est des sujets différents. Je crois pas que si on relégalisait la pornographie, il y aurait plus de violeurs, malheureusement. Ah oui, malheureusement non. C'est encore deux sujets très différents. Bon, donc vous êtes heureuse de faire ça. Vous avez envie de continuer encore longtemps?
Bah écoutez, tant que je le peux, oui, parce que j'ai quand même 40 ans, donc. Alors justement, est-ce que vous avez parfois des crampes, des douleurs au niveau des organes génitaux, parce que parce que finalement vous avez quand même presque pendant 6 heures besoin d'introduire quelque chose dans votre corps. Je fais pas 6 heures consécutives. Je fais 3 heures le matin et 3 heures en fin de journée. Et je fais les choses crescendo, c'est-à-dire que je vais pas commencer par exemple par le jouet que j'ai de plus gros. Je vais toujours créer mes objectifs crescendo. Oui, et puis comme c'est vous-même qui vous occupez de votre corps, vous faites attention de ne pas vous faire de mal, bien sûr. Voilà, tout à fait, c'est pas le but en fait. Après des fois, on a des demandes particulières, mais c'est pas le but. Et vous refusez ce que vous n'avez pas envie de faire. Ah, tout à fait. Même si on vous propose beaucoup de jetons. Oui. D'accord. Je suis pas là pour. En fait, je fais ce que j'ai envie et je suis là pour prendre du plaisir, pas pour me faire mal, même si on me propose, je sais pas combien de jetons, quoi. D'accord. Oui, d'ailleurs, vous avez dit. Votre statut, c'est l'auto-entreprise. Oui, vous gérez une mini-entreprise en réalité, et vous êtes votre propre patronne. Donc en fait, vous faites ce que vous voulez selon vos limites que vous vous fixez, et donc vous avez là-dessus un processus de décision très important. Eh ben merci Vicky de ce témoignage. Vous pouvez bien sûr réagir, n'hésitez pas. Pour l'instant, on se retrouve avec le Love Conseil. On va parler du portrait chinois. Aujourd'hui, avec Arthur Vernon, nous abordons le sujet du travail du sexe, la prostitution, les femmes sur camsex, les artistes érotiques, plaisir ou nécessité. Venez participer à l'émission 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Arthur Vernon, je propose le petit jeu du portrait chinois qui permet de communiquer dans le couple. On disait hier que pour entretenir son couple, il faut quand même se surprendre. Et je trouve que jouer au portrait chinois de son couple, c'est pas mal. Alors vous connaissez le principe. Si votre couple était un animal, quel serait-il? Une fleur, un pays, un homme politique? Alors évidemment, vous serez pas forcément d'accord, mais c'est un dialogue qui a pas d'enjeu très important et qui permet d'abord de se connaître un peu mieux, de se comprendre, de s'amuser peut-être aussi, parce que évidemment l'essentiel c'est de demander des explications, parce que si on compare votre couple à un éléphant ou à une puce, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sera amusant de voir les divergences justement sur les réponses. Oui, voilà. Et d'en discuter. Petit love conseil du jour. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte et bonjour Arthur. Bonjour Patrick. Donc vous ne trouvez pas acceptable la prostitution, c'est bien ça? Alors à titre moral, personnel, oui. Pour moi, en tant que potentiel consommateur ou pour me prostituer, donc ça c'est ma morale personnelle. Par contre, moi je trouve totalement hypocrite la législation française qui aujourd'hui a rendu ça quelque part c'est un crime. Donc tant pour celui qui se prostitue que pour celui qui consomme de la prostitution. Or, je pense pas que celui qui se prostitue ne risque rien. Ça c'est important. Comment celui ou celle qui se prostitue ne risque rien. Oui, mais justement, le fait d'avoir mis ça un peu dans l'illégalité, je pense que ça a encore plus caché les choses, isolé ceux qui sont des travailleurs du sexe dans ce domaine-là, et je pense que cette loi, depuis qu'elle a été mise en place, n'a pas fait avancer le sujet, en fait, pour de vrai, sur le fond et sur la forme, voire même il l'a précarisé. Donc, ça c'est sûr, et voilà, bien sûr. Je préférerais dans ces cas-là que on assume que oui, à titre personnel on est pour ou contre, etc. Mais que de fait il y a dans la société des gens majeurs et éclairés qui on souhaite se prostituer et en tout cas l'acceptent et en font leur métier et que d'autres part il y ait des potentiels consommateurs. Et je préfère l'encadrer différemment et protéger les travailleurs du sexe. Je pense que ça devrait être ça qui est la boussole, puisque j'ai jamais vu un système dans toute l'histoire de l'humanité qui a réussi à éradiquer la prostitution. Donc on a peut-être la clé, parce que la loi française aura ceci de particulier d'avoir la capacité à s'imposer à tous par sa justice et son immanence.
Puis après, on a les faits qui sont parfois têtus. Et donc, moi, avant tout, protégeons ceux qui en font leur métier, parce que c'est un milieu sensible, et que de se cacher au fond des bois... Ça veut dire que moralement, vous trouvez pas ça inacceptable qu'un homme paye pour avoir une relation sexuelle? Parce que c'est ça la question morale. Moi, à titre personnel, je suis contre, et j'aimerais que dans la société, ça ne se passe pas comme ça, ou que ça puisse pas, parce que les gens trouveraient des intermédiations pour avoir du sexe ensemble de manière beaucoup plus fluide et possible. Après, il y a un principe de réalité qui s'impose, et donc face à ce principe de réalité, moi je propose. Oui, mais les abolitionnistes vous répondraient, Patrick, de toute façon, la sexualité n'est pas un besoin. Les hommes n'ont pas besoin de sexualité. Ils peuvent se servir de leurs mains, ou alors il faut créer des robots. Mais pourquoi ce seraient des pauvres femmes qui seraient obligées de satisfaire des hommes moyennant finance? Oui, sur la morale que je partage d'ailleurs, je suis pas désolé de ça, mais moi je parle de la réalité. Et le monde n'est pas tel qu'on aimerait qu'il fût. Malheureusement, il n'est pas aussi parfait qu'on aimerait, aussi incroyable et beau. Et donc, comme jusqu'à présent, moi j'ai pas vu l'alternative de faire disparaître ce besoin et deux cette offre. Donc, tant qu'à faire, autant protéger ceux. Ça devrait être d'ailleurs la boussole absolue. Si on est abolitionniste, donc on considère, et on va prendre parce que la prostitution, ça concerne aussi les hommes, et les hommes qui se prostituent. Donc, mais on va prendre l'exemple des femmes, parce que souvent il y a eu un combat entre guillemets féministe autour de ça. Donc, si on se met du point de vue féministe de la protection des femmes, est-ce qu'aujourd'hui les femmes qui se prostituent de cette législation sont mieux protégées? Et donc, parce que moi c'est l'alpha et l'oméga, c'est d'abord protégeons les gens, mettons-les dans des dispositions, dans des capacités à pouvoir travailler et faire d'abord les choses en étant protégés. Je pense que c'est vraiment l'absolue nécessité, parce que sinon c'est vraiment ce qu'on constate aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de prostitution qui se fait par Internet, puis deuxièmement, il y a beaucoup de prostitution entre guillemets sauvages dans des lieux assez reculés, et là je suis sûr que pratiquer la prostitution de cette nature-là, c'est forcément pousser les femmes qui se prostituent forcément dans des réseaux mafieux. Enfin, il n'y a pas d'autre alternative finalement. Oui. Donc on ne fait qu'à accentuer le problème. Oui, sous couvert de bonne morale et de bons sentiments. Je ne dis pas que les gens qui sont abolitionnistes n'ont pas des bons sentiments, j'y partage en partie. Mais je considère qu'il faut tenir compte de la réalité humaine et de la réalité de la société et avant tout protégeons les personnes. Ça devrait être ça notre boussole à chaque fois. Comment on peut protéger ceux qui travaillent là-dedans. Oui, je pense que vous avez raison sur le fait qu'évidemment la loi a créé une précarité bien plus importante pour les travailleuses du sexe et notamment les prostituées. Donc là, je vous rejoins totalement sur l'effet pernicieux de la loi. Mais là où je suis pas forcément d'accord, en fait, c'est qu'à mon avis, la première question à se poser, c'est vraiment de savoir si, d'un point de vue social et moral, on considère que la prostitution est acceptable ou pas. Parce que si la conclusion est qu'on considère que la prostitution est moralement inacceptable, très sincèrement, moi je valide la loi actuelle, parce que j'ai pas envie d'être démissionnaire d'une certaine façon. C'est-à-dire, si on dit c'est mal, alors après les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas bons pour aller dans le sens, et donc on aboutit aujourd'hui à de la précarité, et donc le résultat est encore peut-être pire que ce à quoi on a abouti, mais au moins on a une cohérence intellectuelle. J'avoue que je suis pas un très grand fan du concept de dire moralement c'est mal, mais on va quand même l'autoriser. C'est comme la drogue. Si on considère que la drogue c'est mal, on l'interdit. Et d'ailleurs, cette loi, elle montre bien qu'on considère que c'est pas bien la prostitution, et que c'est quand même les hommes qui sont pas bien, puisque c'est eux qui sont punis. Donc là, je veux dire, la loi sur le plan moral, elle est tout à fait cohérente. Voilà. Sur le plan moral. Sur le plan moral, voilà. Et donc, je peux pas nier ça si effectivement on a cette volonté de considérer que c'est moralement inacceptable. Moi, à titre personnel, je pense qu'il serait plus intéressant de se poser la question sur la moralité de façon générale du travail du sexe. Je ne suis pas du tout convaincu que ce soit moralement inacceptable. Alors que c'est votre cas, je crois, Patrick. Voilà. Oui, mais alors attendez, parce qu'il y a moralement acceptable ou inacceptable. Je prends un autre exemple beaucoup plus marquant. Pour moi, la pédophilie, c'est moralement inacceptable, et de fait, là, c'est vraiment totalement inaudible. Enfin, vous voyez, en termes de frontières entre ce que je considère bien ou mal, c'est mon point de vue. Et après, il y a le mal absolu. Il y a des choses où il y a des frontières où là, ça se négocie même pas. Moi, après, j'ai une autre boussole. Je dis, quand ce sont entre des adultes
consentant. Là, je suis obligé moi aussi de limiter la moralité que je veux imposer face à la. Mais alors à quoi? Alors on va aller dans vos retranchements, Patrick. Donc 2 adultes consentants, l'une qui offre contre de l'argent son corps et celui qui l'utilise et donne de l'argent. Donc tous les 2 consentants. Et là le terme pour le coup consentement est tout à fait valable. En quoi ce serait immoral? Alors, encore une fois, c'est une sensibilité que j'ai. C'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais mais attendez, j'essaie pas de vous piéger, j'essaie que vous donniez des arguments pour que ceux qui nous écoutent se fassent une opinion. C'est parce que moi, c'est ma morale, en tout cas c'est ma vision. Tout n'est pas monétisable dans la vie en général, et je considère que l'intimité, pour moi, ma valeur personnelle, je considère que l'intimité fait partie des choses qu'on devrait préserver. Voilà, il y a des limites dans, je dirais, la monétisation des choses et l'intimité, dont le sexe en particulier. Pour moi, c'est tellement précieux, entre guillemets. Vous n'avez pas plus envie de faire un beau cadeau à votre femme quand elle a accepté des relations sexuelles super fun? C'est-à-dire quand par exemple vous avez fait une soirée sexuelle extraordinaire, est-ce que le lendemain vous n'avez pas envie, je sais pas moi, d'être un peu généreux avec votre femme? Ça vous est jamais arrivé? Ça vous a jamais traversé l'esprit? Non. Non, jamais. Non, parce que je suis un affreux romantique, parce que forcément j'aurais mis ça dans un contexte romantique. Donc oui, je offre des fleurs et je fais des cadeaux à ma femme presque tout le temps. Donc j'en fais d'autant plus. Et elle vous en fait des cadeaux, des fleurs? Elle aussi, oui. Non, cet aspect-là, c'est ça ma limite. Je considère, l'intimité n'est pas monétisable. Enfin, de mon point de vue. Alors, est-ce que vous l'auriez épousée si elle n'avait pas accepté des relations sexuelles? Est-ce que je l'aurais épousée? Je pense que ça aurait été compliqué dans le fait que pour être amoureux, pour moi, il faut, je dirais, l'ensemble d'une relation intellectuelle et physique. Et je ne m'imagine pas une relation purement platonique. Donc, vous voyez bien que la sexualité, c'est un échange de toute façon. Oui, mais c'est un échange, je dirais, de sentiments. Quand ça reste dans le sentiment, ça me va bien. Vous voyez, parce que pour moi, c'est ça la. Alors donc, faire l'amour sans sentiment, c'est amoral. Non, c'est autre chose. Mais de mon point de vue, pareil, ça m'est jamais arrivé. Mais encore une fois, si je m'applique à moi-même moralement, n'est pas forcément quelque chose de rendre universel à la société. C'est pour ça que j'applique bien. Oui, mais on voit bien que vous n'êtes pas en train de stigmatiser au maximum la prostitution. Je vous pousse un peu je vous pousse dans vos retranchements parce que c'est toute la question de l'intime. Est-ce que c'est totalement gratuit l'intime? Moi, je ne crois pas. Et ça ne sera jamais totalement gratuit parce que c'est un enjeu extraordinaire. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, Arthur Vernon. Tout à fait, bien sûr. Ah, on est censuré là. Je crois qu'on est censuré. Bon, en tout cas, merci beaucoup Patrick de cet échange et bravo, vous avez du répondant, c'est très bien. On fait une petite pause, on continue avec vous bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 316 heures. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et nous abordons le sujet du travail sexuel. Est-ce que c'est moralement acceptable ou pas? Arthur Vernon, je crois que on a déjà tous les deux donné notre avis. On est évidemment, sinon on ferait pas cette émission. Mais je trouve que c'est important qu'on communique avec les auditeurs parce qu'on a des arguments, ils en ont et puis c'est comme ça qu'on avance. Et on va donner la parole à Joël. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Joël. Je pourrais être sensible à ce que disait l'auditeur précédent, Patrick, sur sa notion de morale, sur le fait que tout ne doit pas être monétisé. Et pourtant, je vends mon corps. Mais ça, vous voyez, moi, j'adore parce que c'est souvent comme ça qu'on entend des arguments. C'est pas bien que tout soit monétisé, mais moi, mais quand c'est ça, on peut. Vous voyez, c'est tout le problème de ce genre de. Vous êtes d'accord, Arthur Vernon? Bien sûr. Et c'est tout le problème de ce genre de débat, c'est que c'est acceptable ou ça l'est pas. Voilà, exactement. Vous êtes d'accord? Exactement.
J'entends quand on peut dire les choses. Voilà, on peut dire les choses franchement. Oui, tout à fait. Quand j'abordais cette question de la monétisation, c'est que tout est tellement monétisé que ça en enlève des notions d'échange, de troc. Non, mais on parle pas de la société de consommation aujourd'hui. Exactement. On parle de l'intime. Alors pour ce qui est de l'intime, je crois que ça peut être monétisé. Alors moi, dans la manière dont je vends mon corps, je suis dans l'accompagnement de l'intime, c'est-à-dire que j'accompagne dans leur intimité, leur désir de sexualité, les personnes en situation de handicap qui me le demandent. Et c'est comme, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, comme Absolument. si je les mettais en dette et que elles, au travers de la somme qu'elles me donnent, elles acquittent cette dette du plaisir ou de l'accès au plaisir qu'elles ont pu trouver par mon accompagnement. Et on sait que là, la loi est assez silencieuse. Hein. On a pour l'instant silencieuse. Si on est très précis par rapport à ce que vous faites a priori, en tout cas au travail des accompagnants sexuels. Aujourd'hui, c'est très clairement qualifié comme étant de la prostitution. Donc, en gros, vous avez le droit de le faire. Celui qui reçoit la personne handicapée, elle n'a pas le droit. Elle est susceptible d'être condamnée. Elle est passible d'amende. Et si jamais quelqu'un vous aide, vous êtes dans une association ou autre, eux sont passibles de proxénétisme. Et là, c'est des peines de prison particulièrement dures. Comme cette situation est injuste, il y a déjà à plusieurs reprises sur les 15-20 dernières années, il y a eu des tentatives en France de réglementation de cette activité de l'assistance sexuelle, notamment sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Il y a un député qui s'appelle Jean-François Chaussy qui a mené une mission pour essayer de légaliser d'une certaine façon le travail d'assistance sexuelle. Il a beaucoup travaillé dessus. J'avais travaillé avec lui aussi sur le sujet. Et à un moment, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, elle a sifflé la fin de la récré et elle a dit « c'est non ». Parce qu'évidemment, il y avait une petite pente glissante par rapport au concept général de la prostitution. Et donc, il me racontait qu'il recevait dans son bureau de député, Monsieur Chaussy, des mères de famille qui disaient « j'en ai marre de branler mon gamin de 15 ans » parce qu'il est en manque absolu et que personne ne le fait et que ce n'est pas à moi de le faire. Régine Desforges a d'ailleurs écrit un magnifique roman sur ce sujet et c'est vrai que c'est insupportable pour ces mères qui ont parce que on oublie une chose, c'est que la pulsion sexuelle d'un adolescent, c'est d'une intensité telle que les mères qui sont mères d'un adolescent handicapé peuvent en effet se sentir obligées de faire quelque chose qui là en plus serait pénalisable d'inceste. En plus. Oui, bien sûr. Au-delà de ça, j'entends, moi, c'est les demandes de femmes qui sont des adultes. On entend plus facilement la voix des mères qui sont pas en situation de handicap que la voix de femmes qui sont en situation de handicap, dont il est difficile et pas toujours aisé dans la situation, et leur situation et la société, d'exprimer leur désir de sexualité, de reconnaître le besoin au moment où elles en font la demande, leurs attentes d'être assistés dans cette démarche-là pour vivre leur désir ou pour les exprimer. Oui, mais voyez, Joël, le problème qui peut se poser si on accorde le droit aux assistants sexuels, c'est à ce moment-là on pourrait dire, mais alors pourquoi on considère qu'une personne avec un handicap a droit à de la sexualité alors qu'un homme valide n'aurait pas droit à de la sexualité avec une femme, vous voyez? Tout à fait, parce que je suis sollicité par des personnes d'un âge avancé qui n'ont plus, ce que je dis, le contact avec les émois du corps et qui ont le désir de trouver par l'accompagnement, de reconnecter avec le corps d'un homme, avec ce désir d'être touché alors qu'elles ne le sont plus, d'être regardées. Et au-delà de vivre le plaisir. Oui, il y a un continuum dans la misère sexuelle entre des personnes qui sont dans une situation de handicap physique et n'ont pas la possibilité elles-mêmes d'avoir une sexualité, et d'autres personnes qui sont dans une situation de misère sexuelle pour plein d'autres raisons, notamment des raisons sociales. Et donc, il est vrai qu'en toute logique, si à un moment on reconnaît une forme d'assistance sexuelle
pour des personnes en situation de handicap, la logique voudrait qu'au bout d'un moment, on puisse étendre le concept au-delà de cet handicap. Donc là, intellectuellement, oui, forcément. Oui, c'est là où on voit bien, si on discute réellement, objectivement de ce sujet, on voit bien qu'on peut pas être pour dans certains cas et pas dans d'autres. On en revient toujours à la même chose. Et je rappelle que l'OMS a quand même considéré le concept de santé sexuelle en 1996, quelque chose comme ça. Voilà, c'était dans les années 90. Bon, alors ça fait quand même plus de 25 ans. Est-ce qu'on va pas enfin reconnaître le droit à tout le monde d'avoir un petit peu de sexualité? Et si en plus on a des personnes qui sont d'accord comme Joël pour leur donner, qu'est-ce qu'on attend, enfin? Et c'est vrai, vous mentionnez aussi un sujet intéressant, au moins là dans les dernières années, on le voit en matière de culture, puisque la culture façonne beaucoup ce que le public peut penser sur ces sujets. Il y a au moins eu plusieurs films et plusieurs séries plus récentes où on avait entre guillemets des gigolos représentés dans les séries, donc au service du plaisir sexuel des femmes, souvent des femmes âgées. Donc je comprends l'exemple que vous donnez. Donc c'est vrai que c'est une autre façon de voir les choses. Je dirais qu'aujourd'hui, évidemment, c'est des cas qui sont plus marginaux, donc qui n'ont pas à faire des règles générales, mais ce sont des choses qu'on commence à voir, en tout cas en matière de produits culturels, et qui permettent au moins d'avoir une réflexion et de sortir du schéma classique de la fille qui se prostitue pour un vieux monsieur. Cela étant dit, en France, en tout cas, on se pose quand même la question de la loi de 2006 sur la prostitution, puisque moi, il y a 2 ans, j'étais reçue à l'Assemblée nationale sur les questions de prostitution pour qu'on m'écoute et qu'on écoutait aussi, bien sûr, d'autres personnes pour essayer de voir comment on peut avancer sur ce sujet. Mais bon, ça n'avance pas beaucoup parce que c'est pas beaucoup. Je suis d'accord. J'ai eu la chance d'être invité aux travaux de commissariat interministériel sur le handicap, où on s'est posé cette question-là, où pour aller dans le sens de ce qu'a dit votre invité, des travaux et des réflexions sont pas encore en cours, mais au stade où on en était à oui l'accompagnement, mais pas de sexe. Et moi, les personnes que j'accompagne, elles me demandent aussi et surtout du sexe. Et comme elles en témoignent, parce qu'elles m'ont confié leur témoignage que je mets à portée du public lors de conférences saines, où je fais des conférences là-dessus, où j'offre au public la possibilité de lire ces témoignages, mais elles disent on a du désir, on est reconnu aussi, et on est dans cette posture d'être c'est une reconnexion à soi, une reconnexion à ses désirs, une reconnaissance, comme disait l'une des personnes que j'accompagne, qui dit je suis touché tout le temps, je suis lavé médicalement, je suis un corps médical, et lorsque nous sommes ensemble, je suis une femme en désir et désirable. Et c'est complètement une reconnaissance, c'est vraiment une connexion pour elle avec elle-même. Mais de toute façon, moi j'entends depuis tant d'années des couples, quand l'un des deux n'est plus désiré par l'autre partenaire, il se sent ne plus exister, ne se sent ne plus aimable. On sait très bien. On est dans le même fonctionnement. Tout à fait. Exactement. On sait très bien ce qu'apporte la relation sexuelle. Ça apporte le sentiment d'exister, d'être aimé, d'être considéré. On va pas. C'est un élément essentiel de la vie. On est bien d'accord. Il y avait un questionnement dans la présentation de l'émission, c'était de dire par nécessité ou par plaisir. Eh bien, moi, je ne fais ni pour l'un ni pour l'autre. Ce n'est pas ce qui me fait vivre. Ma situation de retraité aujourd'hui fait que je n'ai pas besoin de l'accompagnement pour survivre, oui. Pour survivre. Et donc, vous le faites pourquoi ? Alors, c'est tout le questionnement. On me demande pourquoi je l'ai fait. J'y prends un plaisir, mais mon plaisir n'est pas un pur plaisir sexuel. C'est le plaisir de partager, le plaisir de soulager, de faire du bien. Mais il y a un vrai bonheur. C'est comme quand on fait l'amour. Il y a un vrai bonheur à sentir le bonheur de l'autre. Mais il y a pour moi, puisque je peux difficilement faire semblant,
il y a pour moi une vraie excitation que je nourris en général, souvent dans l'accompagnement, par des échanges d'écrits mutuellement érotiques, où nous inventons des histoires avec les personnes que j'accompagne, et ça se faisait souvent avec une que j'accompagnais, qui commençait l'histoire et me dit « Bon, tu la poursuis et puis tu la continueras quand tu viendras me voir. » N'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup Joël. On fait une petite pause, on se retrouve après les infos. Nous évoquons la question du travail du sexe aujourd'hui avec Arthur Vernon. Prostitution, pornographie, camsex. Vous souhaitez réagir? Appelez-nous 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et nous évoquons le travail du sexe. Est-ce moralement acceptable? C'est la question qu'on se pose. Bon, je crois que vous êtes évidemment, vous considérez que c'est moralement acceptable, évidemment. Et on va donner la parole à Ondine qui nous rejoint. Ondine, vous la connaissez bien puisqu'elle travaille dans votre bar à fantasmes, le Sweet Paradise, qui se trouve 12 rue Marie-Histoire dans le 2e. Et elle fait des shows donc sur scène pour exciter le public. Bonjour Ondine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous considérez comme artiste érotique, c'est ça? Alors moi personnellement je me définis comme performeuse érotique. Je sais que j'ai des collègues qui se disent artistes, stripteaseuses, danseuses de cabaret. On a un peu toutes notre titre. D'accord. Et alors qu'est-ce que vous faites? Alors, moi je fais du coup des shows érotiques sur scène. Je fais aussi du coup ce qu'on appelle les boudoirs, qui fait partie du bar à fantasmes. Et je suis aussi du coup directrice. C'est quoi les boudoirs? Les boudoirs, c'est des petits shows privés en fait, qui peuvent durer 15, 20, 30 minutes. D'accord. Donc juste pour une ou deux personnes, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Généralement, ça va être une personne ou des couples. D'accord. Et du coup, ce que je disais, c'est que je suis aussi directrice artistique sur le show de sexe lesbien explicite, qui a lieu quand même 2 fois par semaine. Et quand vous dites explicite, ça veut dire que là, il y a des rapports sexuels explicites. Oui, mais entre les performeuses, pas avec les membres du public. D'accord. Donc avec des godes. Oui. Non, mais vous avez le sexe lesbien, c'est pas que ça. Non, bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas d'hommes. Non. Ce n'est qu'entre femmes. C'est qu'entre performeuses. D'accord. Oui. Et Ondine a mis en place quelque chose de très intéressant et qui est très bien et qui participe aussi à la qualité du spectacle et à la sécurité des performeuses, qui est, je dirais, un tableau un peu de consentement des pratiques. Donc, c'est pas n'importe qui en fait qui va avoir des vraies relations sexuelles sur scène. Elles se mettent d'accord entre elles avant sur qui a envie de faire un truc avec qui. Donc déjà, il y a un petit côté quand même j'ai envie. Et puis ensuite, sur l'ensemble des pratiques sexuelles lesbiennes, effectivement, il y en a plusieurs. Certaines ont envie de faire telle ou telle chose. Donc voilà, et Ondine coordonne un petit peu ces aspects-là sur son initiative. Et donc je pense que ça participe, je devine à une forme d'intérêt pour les sweeties à participer à ce spectacle. Oui, c'est que dans tous les cas, il y a un vrai encadrement au niveau des pratiques, et que ce soit pour des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons de préférence. Moi, dès le début du spectacle, j'ai dit que je voulais pas que des gens se sentent obligés d'avoir des pratiques sur scène ou fassent des choses qui ne leur plaisent pas. Et au final, ça se passe très bien. Enfin, ça va faire 2 ans. Oui. Et toute la question qui peut se poser, et là je repense au témoignage qu'on a eu de Patrick, est-ce que les performeuses érotiques font ça en simulant, ou est-ce qu'elles prennent du plaisir réellement sexuel? Alors là, dans tous les cas, on est sur un spectacle de sexe lesbien explicite, donc il n'y a pas d'acte simulé. Oui, alors je posais la question. Je vais poser la question plus clairement. Est-ce qu'elles ont des orgasmes, ou est-ce qu'au fond elles font semblant d'en avoir?
Non, pour le coup, déjà, comme a dit Arthur, il y a un pairage par affinité. C'est-à-dire que si on n'a pas une bonne compatibilité ou qu'il y a quelqu'un qui nous plaît pas... Oui, on fait ça avec quelqu'un qui nous plaît, d'accord. Mais vous répondez toujours pas à ma question. C'est terrible, hein, parce qu'on voit bien comment c'est compliqué. Moi, il y a 30 ans, quand on me posait la question, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir eu du plaisir ou un orgasme sur un tournage, j'ai répondu oui, ça m'est arrivé, mais malheureusement pas souvent. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi c'est une question aussi taboue ? Alors moi je vous avoue, c'est pas tellement du tabou, c'est plus savoir ce que je peux dire à la radio ou pas. Mais sur cette émission, je pense qu'on peut tout dire. On peut tout dire. On dit. D'accord. Alors pour être très clair, oui, il y a du plaisir. Moi, je prends du plaisir sur scène. Mes partenaires en ont. Et le but, d'ailleurs, quand on va sur scène, c'est d'en avoir parce que déjà pour nous avoir une expérience positive et surtout en fait les gens dans le public le ressentent vraiment. Le retour qu'on a régulièrement, ça se sent que vous aimez vraiment faire ça et surtout que vous prenez vraiment du plaisir entre vous. Il y a une forme de sincèrement, je pense qu'on peut très 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 bien simuler. Hein. Là, je crois que alors, je dis pas que vous simulez. Hein. Je dis juste qu'on peut très très bien simuler et toutes les femmes qui nous écoutent le savent. Hein. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, je simule pas. D'accord. Donc vous avez réellement du plaisir. Oui. Mais pas systématiquement non plus, je suppose, si. Pour le coup, pour moi, si, parce que je sais que si je n'y prenais pas du plaisir, je pourrais pas monter sur scène. J'ai beaucoup de mal à simuler et dans mon cas, faire du sexe devant un public et passer un mauvais moment, c'est pas quelque chose que j'arriverais moi à m'imposer. Ce serait pas forcément un mauvais moment. C'est marrant parce qu'on a toujours l'impression que c'est tout ou rien, hein, comme si c'est des sujets délicats. Hein. Je sens que vous êtes, vous avez trouvé une bonne excuse en disant que c'est parce que vous avez peur de ce qu'on peut dire ou pas à la radio, mais j'ai l'impression que vous êtes pas si à l'aise que ça pour. Alors, je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous dites à votre entourage ce que vous faites ou pas? Alors ça dépend à quel entourage. Moi je suis très libre et je suis très transparente dans mon activité. Après c'est plutôt les gens avec qui je vais réussir à avoir des échanges sur mon travail. Si je sais que c'est un sujet qui est tabou pour eux, je vais pas m'imposer un débat politique et moral à l'heure du café. Bien sûr. Et alors vous racontez quoi? Vous dites que vous êtes je sais pas, vendeuse, commerciale comme je l'ai dit, soit performeuse érotique, et sinon, je dis juste que je suis danseuse de cabaret. D'accord, oui, ce qui est pas loin de ce que vous faites, mais qui est plus neutre, on va dire. Oui. Et est-ce que vous considérez que quelque part c'est un peu la même chose que la pornographie ou la prostitution, ou est-ce que vous considérez que c'est vraiment différent? La prostitution, non. De la pornographie, pour moi, ça pourrait s'en rapprocher juste parce qu'il y a une pornographie qui est très qualitative et qui peut être très artistique. Mais c'est plutôt de ça dont je me rapproche. Mais je pense qu'il y a quand même une dimension qui est très particulière, c'est que nous, en fait, on est en live, on est avec un public, on est très proche des personnes. On peut pas, comme sur un tournage porno, faire 8 heures de tournage pour juste garder la meilleure demi-heure, en fait. Mmh. Et alors, dernière question, est-ce que votre patron est sympathique? Oui. Ça se passe bien. Je n'aurais pas accepté de venir participer à l'émission. D'accord. Et vous envisagez de rester dans ce métier encore longtemps ou pas, vous savez pas? Pour l'instant, moi, je me vois rester dans l'érotisme. Après, j'ai envie quand même de multiplier mes activités à côté. J'ai envie de faire un peu de technique lumière, un peu de technique son. Ça m'a un peu fait découvrir les arts de la scène et en fait, ça m'a vraiment forcé à réfléchir les performances érotiques avec quelle lumière rend le mieux. Hein, on pense au final que la performance érotique, c'est juste aller sur scène, écarter les jambes, mais en fait, il y a un travail derrière de direction artistique qui est énorme pour que ça soit vraiment de qualité et que ça soit beau et qu'il y ait une vraie tension sexuelle qui se crée sur scène. Et il me vient une autre question qui me semble importante aussi. Est-ce que justement en tant que femme, cette profession particulière quand même, ça vous a donné plus confiance en vous? Vous vous sentez plus belle? Oui, totalement. C'est vraiment, génial. moi, c'est un travail qui m'a vraiment appris à prendre confiance en moi, à prendre confiance en mon physique, en mes capacités, en mon intellect.
C'est un métier qui m'a fait découvrir beaucoup de personnes vraiment fantastiques, et donc je me suis vraiment épanouie de manière générale. Et je pense qu'il y a quand même une forme de militantisme pour moi dans le fait de faire ce qui me plaît sans me poser des questions de est-ce que ça fait de moi une salope ou pas, quoi. Il y a tellement une pression, surtout pour peu qu'on soit pas hétérosexuel, dès le moment où on se considère queer, bisexuel, à pas être choquante, à rentrer vraiment dans les normes de la moralité. Mais au final, c'est vraiment libérateur pour moi de faire ce que j'aime et de me faire jouir, quoi, en fait. D'accord. Merci d'avoir pris un petit peu de votre temps, et on vous retrouve donc au Sweet Paradise. Quel jour, Arthur Vernon ? Je crois dès ce soir. Dès ce soir, surtout les mardis soirs et les mercredis soirs. Mais ces spectacles dits explicites, effectivement, sont tous les mardis et les mercredis soirs. Alors pas toujours avec Ondine, mais souvent avec Ondine, à 20h30. Donc voilà. Et c'est vrai. Et je rebondis juste sur ce qu'elle dit sur l'aspect technique. Ces spectacles, et je peux le dire, oui, je pense que les Sweeties, en tout cas Ondine, prend du plaisir, parce que l'un des grands défis qu'on a, c'est que parfois, quand on prend du plaisir, on oublie les contraintes spectateurs. Et comme c'est un spectacle où on doit voir, l'un de nos grands travaux consiste à être sûr que, dans le plaisir, on n'oublie pas trop ce que voient les spectateurs, et qu'il y a un jeu, justement, de lumière et de positionnement adapté à ce que les spectateurs puissent aussi en profiter. Et parfois, le plaisir complique cette mission. Je vois. Ça, c'est le patron qui parle, hein, Ondine. Merci en tout cas, Ondine. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve sur Sud Radio. Vous pouvez réagir, bien sûr, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous, et nous abordons donc la question du travail du sexe. Est-ce que c'est moralement acceptable de monnayer son corps ? Nous avons François qui est avec nous, et je crois que vous n'êtes pas du tout d'accord. Hein, François, bonjour. Merci de prendre la parole. Oui, bonjour Arthur, bonjour Brigitte. Bonjour François. Oui, en effet, je ne partage pas du tout cette vision du sexe qui peut être monétisé. J'ai trouvé très intéressant les points de vue notamment du monsieur qui proposait des services tarifés pour les personnes en situation de handicap ou qui ne le peuvent pas. Mais pour moi, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier le consommateur de celui qui n'a juste qu'à mettre la main dans la poche pour avoir ce plaisir sexuel, alors que ce soit par la jouissance physique ou la jouissance visuelle, de la personne qui justement va tout faire pour se mettre entre guillemets dans ce marché de la séduction, c'est-à-dire essayer de se mettre une petite discipline, comme s'imposer une propreté, s'imposer d'essayer de comprendre l'autre, essayer de se faire beau, une hygiène sportive, avoir une activité régulière, et de telle manière à pouvoir susciter un désir ou une envie de rapprochement, un intérêt chez l'autre. Alors ça peut même en boîte, on peut le voir, c'est-à-dire que la première chose que les gens sentent, alors même si on ne connaît pas les gens, ça va être une bonne odeur, un sourire, une aisance à parler, tout ça. Là où je pense sincèrement que la personne qui va être uniquement consommateur vivra son plaisir seul, sans faire aucun effort, sans aucune rigueur sur sa manière d'être, pour se rendre désirable et, selon moi, permettre d'avoir la juste rétribution de quelqu'un qui s'intéresse à l'autre et qui fait toutes les petites étapes que j'ai décrites avant. Oui, mais j'entends bien sûr votre raisonnement, et il est tout à fait respectable par rapport à vous, c'est-à-dire vous considérez que il faut mériter par de la séduction, qu'une femme accepte de s'ouvrir à vous. Mais ça vous dérange que d'autres moralement, ça vous dérange que d'autres puissent y accéder en payant, ou ça vous dérange ? Oui, ça vous dérange. Oui, ça me dérange en ce sens que une personne qui va alors très souvent ça commence par de la pornographie adolescente, ça c'est malheureusement, je dis bien malheureusement,
parce que j'en ai consommé adolescent. Mais ça commence à un petit niveau comme celui-ci, à vivre seul, à limite être la personne qui se cache derrière son écran, donc qui n'ose pas avoir une interaction avec une personne en face. Et puis derrière, en fait, je pense que ça va aller se chroniciser et permettre qu'une personne va pouvoir laisser libre cours à des fantasmes ou à des pratiques auxquelles il n'aurait jamais pensé, par exemple, et sans regarder un petit peu le chemin parcouru, c'est-à-dire qu'on claque des doigts comme sur un catalogue, si je parlais par exemple d'un site pornographique, et on a affaire, on peut choisir telle personne, telle ethnie qui se fait, qui a des actes avec telle autre personne. Là, vous parlez de pornographie et plus de prostitution. C'est un exemple, oui, bien sûr. Oui, Arthur, allez-y. Pourquoi vous considérez que la sexualité est obligatoirement un échange de séduction ? Parce que je pense que l'acte sexuel, pour quelqu'un maintenant je vais citer le mot valide depuis que le monsieur a remis à jour quelque chose d'intéressant qui est vraiment la personne qui ne peut pas. Je pense que c'est l'apanage de l'être humain, on est des êtres, donc bien sûr, au niveau animal il y a la reproduction, mais il y a également la notion de partage, d'échange, de plaisir. J'exclus le phénomène de l'amour. Je pense que ceux qui ont cette chance-là, tant mieux, mais j'exclus ce fait-là. Je pense que chaque être humain y a accès, à condition de se comporter avec le terme. Il peut être, mais par exemple, oui. François, un handicap psychologique comme une extrême timidité, ça ne serait pas aussi quelqu'un qui ne serait pas valide finalement ? Eh bien, justement, je pense que quelqu'un d'une extrême timidité, pour avoir des amis extrêmement timides, c'est des personnes qui un regard dans les yeux est extrêmement difficile. Les pousser à se dépasser pour avoir, être avec la fille ou le garçon. Alors moi, ça a été beaucoup plus des garçons timides qui essaient de braver, un petit peu comme un pigeon qui veut sortir du nid. Au départ, il ne s'est pas volé. Eh bien, il faut un petit peu le pousser dans ses retranchements, et aujourd'hui on a des personnes épanouies qui ont une confiance en eux, qui ont pu construire un environnement et même... Oui, vous aviez quelque chose à dire. Non, je vous en prie, c'est Arthur qui voulait prendre la parole. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Est-ce que vous considérez pas en fait que cette vision revient d'une certaine façon à accorder à la sexualité une place, je dirais, quasi sacralisée, c'est-à-dire de lui donner un enrobage, je dirais, émotionnel, qu'elle n'a pas. Alors, oui, nous sommes des animaux. Alors, si on n'est pas d'accord sur le concept que l'être humain est un animal, effectivement, on a une difficulté. Et si on se considère comme des êtres supérieurs, un petit peu à part, des êtres très intellectuels, je comprends davantage votre point de vue. Si on est dans une logique un peu plus biologique et qu'on reconnaît notre constitution moléculaire faite d'organes et qu'on n'est pas au-dessus de la biologie, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ayant ce propos, vous n'êtes pas en train d'une certaine façon de sacraliser la sexualité? Je pense que ce qu'on pourrait appeler le coït est extrêmement mammifère. Ce qu'on pourrait appeler le plaisir, tout le velours qu'on peut mettre autour, la gourmandise et cet appétit, je pense que c'est terriblement humain et au-dessus des animaux. Et c'est-à-dire que vous considérez que la pulsion sexuelle n'est pas autorisée en quelque sorte. Si ce n'est qu'une pulsion sexuelle, on n'a qu'à mettre son mouchoir par-dessus. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que selon vous, elle existe la pulsion sexuelle? Alors oui, elle existe parce que je pense que pour parler, je suis un garçon, donc je vais parler des garçons. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont des taux de testostérone plus élevés les uns que les autres. On n'est pas égaux, ça malheureusement, c'est la physiologie. Mais moi, une pâquerette qui est pareille dans la nature, mais voilà. D'accord, mais en ce sens-là, oui, ça va être beaucoup plus difficile, mais je pense que ça nécessiterait donc un cadre, parce que si on regarde par exemple... Mais est-ce que par exemple, il pourrait utiliser un robot sexuel? Alors,
physiquement, je serais tenté de dire, au moins, ce n'est pas en train de violenter quelqu'un dans la rue ou de vraiment de subir son corps. Violenter, excusez-moi, le terme est un peu fort. Il y a qui est des viols avec de temps en temps sur des prostituées. Ok, mais la plupart des hommes sont plutôt corrects avec les prostituées. Hein. Ils sont pas en train de les violenter non plus. Attention, oui, attention aux mots. Oui. Hein. Oui, mais ça, d'accord. Oui, on est d'accord, mais ça relève quand même. On paye, on assouvit un fantasme. On paye, on assouvit un fantasme. La personne. Non, mais les hommes se comportent pas forcément mal, hein, avec les prostituées. Et c'est pas, ils vont pas arriver forcément en étant tout sales et dégoûtants. Ils peuvent aussi faire un effort parce que ils ont une dignité. Et donc le fait de dire tiens, comme je paye, je me sers n'importe comment. Non, ça c'est pas forcément une réalité pour le coup. Quelqu'un, alors j'ai du mal à concevoir, honnêtement j'ai vraiment beaucoup de mal à concevoir que quelqu'un qui aurait une situation, qui aurait une propreté, qui aurait quelque chose à partager. Alors figurez-vous François qu'il y a quand même beaucoup d'hommes mariés qui vont voir des prostituées parce qu'ils ne veulent pas tromper leur femme. Oui, c'est extrêmement fréquent. Et c'est certainement un des plus grands, une des plus grandes catégorie d'hommes qui vont voir des putes. Bien sûr, oui. Alors cela, alors c'est tout niveau social confondu. Hein, ouais, en effet, mais je dis pas. Encore une fois, je suis pas en train de justifier. J'accepte votre argumentation. Hein. Ces personnes-là, moi, pour moi, c'est un non-sens. On se cache derrière le fait que il ne va pas y avoir qu'il y a une tarification. D'accord, mais ils se cachent pas, ils savent très bien qu'ils payent, mais c'est justement parce qu'ils payent qu'ils considèrent qu'ils ne trompent pas leur femme. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent divorcer, ils doivent se branler. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à la place? Non, je pense alors il y a le côté moral et se mettre à la place de la femme. Bon, on se dirait voilà, la personne vous la transbahutez pas entre deux eaux, savoir si vous êtes honnête avec elle ou pas. On va exclure ça. Je pense qu'une personne comme celle-ci, qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller séduire une femme, que ce soit dans le travail, que ce soit il n'a pas envie de tomber amoureux d'une autre femme. C'est justement ce qui arrive et qui pose problème. Donc soit il a pas envie. Quelle est la différence avec une prostituée? Je veux dire, mis à part je veux dire que la personne, elle va proposer ses services, on va la payer, mais la personne qui la fréquente dans son quotidien, qui a envie de partager un moment et qui hormonalement ça vibre entre eux en ce moment, eh bien ils couchent ensemble et puis ça devient une maîtresse ou pas sans lendemain. C'est justement le danger si ça devient une maîtresse, François. Ils peuvent ne pas en avoir envie ou parfois même ne pas en avoir la capacité, ce qui n'empêche pas de s'apprêter. Je vais donner un exemple. Parmi les expériences dans la prostitution, l'une des demandes les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle la Girlfriend Experience, un acronyme GFE. C'est assez fréquent, c'est des demandes de clients. C'est des clients qui peuvent être dans une forme de misère sexuelle, mais aussi de misère affective. Et je peux vous garantir que ces clients-là vont au contraire s'apprêter parce qu'ils veulent jouer le rôle du petit ami. Et donc, ils vont tout faire en sorte pour passer 1 heure avec une escorte qui va leur demander de jouer un petit peu ce jeu de rôle. Alors, vous pouvez éventuellement trouver que c'est triste, mais en tout cas ça ne correspond pas, si vous le voulez, ça ne correspond pas à la définition que vous indiquez du bourru un petit peu malodorant qui, comme il paye, va se comporter comme un cochon. C'est au contraire dans une autre démarche, et il y a une espèce de simulation de séduction où le gars va au contraire très bien se comporter, va essayer de séduire, c'est biaisé parce qu'il y a de l'argent, il connaît le résultat final, mais globalement il est dans cet état parce que parfois il n'a pas la possibilité. Son fantasme c'est de faire comme s'il avait une relation de séduction avec une jeune femme. Et François, merci de votre témoignage parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient penser et dire la même chose que vous, mais malheureusement je crois que vous ne connaissez pas encore très très bien l'état de la prostitution et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas d'abord c'est très complexe, hein, il y a beaucoup de sortes de prostitution et c'est pas tout à fait l'image que vous en avez, hein, me semble-t-il. Oui, et l'image que vous avez, si ça correspond à la pauvre prostituée de rue qu'on a forcée, Brigitte et moi on n'est pas pour du tout, hein, on est totalement contre, donc on ne partage pas du tout cette vision là pour le coup.
Mais là, c'est une question de proxénétisme et de mafia, etc. Bien sûr. C'est comme les travailleurs qui travaillent en sous-sol, sans papier, etc. C'est inacceptable. On va faire une petite pause. En tout cas, merci François d'avoir réagi. Le sexe au conseil. On va parler du face sitting. Et Vanessa sera avec nous dans un instant. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors évidemment, vous connaissez Arthur Vernon, le face sitting. C'est une façon particulière de pratiquer un cunnilingus. En fait, elle fait un peu partie des pratiques SM, le face fitting, parce que c'est la femme qui pose donc sa vulve sur la bouche du partenaire. Elle s'assoit en quelque sorte sur son visage et parfois même l'homme aime qu'elle s'assoie, mais franchement, voire même durement sur son visage, et donc elle devient de cette manière-là totalement dominante, et elle va réagir en fonction de ses sensations, évidemment. Alors je dis pas que c'est la meilleure façon pour obtenir une jouissance, mais c'est un jeu qui peut être intéressant, en tout cas qui peut être nouveau. Bien sûr, il faut que les deux partenaires soient consentants, se sentent confortablement installés. Parfois pour la femme, c'est pas toujours simple de se maintenir dans cette position accroupie. Quant à l'homme, il peut avoir un peu mal au cou, c'est pas peut-être la meilleure manière de pratiquer le cuni. Donc c'est vraiment le face fitting, plutôt un jeu de soumission-domination, et il faut pas hésiter à terminer la caresse buccale d'une autre manière, si je puis dire. Oui. Alors puis je pense que la femme peut aussi être, je dirais, posée sur ses genoux. Comme ça, c'est un peu moins l'exercice, un peu moins compliqué. On parlait de pornographie et des velléités parfois de certains pays à vouloir interdire la pornographie. Il faut savoir qu'en Angleterre, il y a une liste de pratiques qui sont interdites de représentation pornographique. C'est-à-dire qu'en Angleterre, les sites pornographiques ont l'interdiction. Ils ont une charte. Il y a une quinzaine de pratiques votées par le Parlement anglais. C'est-à-dire, ceci est interdit. Et bien, figurez-vous que le face-sitting en fait partie. Donc le face-sitting, c'est interdit en Angleterre pour des raisons que je ne souhaite imaginer. Je crois que c'est comme toujours ce retour de bâton, l'éducation anglaise, qui était donc un peu SM, justement, elle est totalement maintenant évacuée en Angleterre. Voilà, mais en tout cas, le face-sitting, vous ne pouvez... Alors, dans la pratique, évidemment, c'est une loi qui n'est pas vraiment appliquée ou qui est facilement contournée, mais vous avez des textes qui indiquent que le face-sitting, on n'a pas le droit de le regarder. C'est un fantasme interdit en Angleterre, ce que je trouve absolument sidérant, évidemment. Oui, non, mais ça bouge, c'est vrai. Bon, Vanessa est avec nous maintenant. Bonjour Vanessa, merci de réagir. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Vanessa. Arthur, pardon. Je suis contente d'être avec vous. Alors j'aimerais apporter un témoignage légèrement parallèle au travail du sexe. Je suis actuellement thérapeute psychocorporelle et dans mon approche, je propose un massage où la personne que je masse est nue, je suis moi-même nue et je propose de masser le corps intégralement, donc y compris les parties sexuelles. D'accord. Avec finition, comme on dit. Et ben voilà, c'est un peu le sujet de mon intervention et je trouve que ça peut faire le lien avec le témoignage précédent. Alors j'ai pas pu écouter le tout début de l'émission, mais j'imagine avec le début de l'émission, c'est que au cours de mon parcours, à un certain moment, j'ai fait ces finitions, alors manuelles, pas buccales. Parce que quand j'ai commencé à travailler en fait dans un salon de massage naturiste, et donc le cadre était normalement posé où il n'y avait pas de massage intégral, mais en fait je me suis aperçue que les collègues à côté il se passait certaines choses, les clients demandaient certaines choses, donc en fait on sortait du cadre naturiste, parce que naturiste c'est pas libertin, mais moi à l'époque j'étais moi-même libertine. Et du coup, je me suis dit s'il veut une petite finition, pourquoi pas la lui faire, quoi. Et du coup, pour moi, c'était pas un acte sexuel.
Donc la première fois que vous faites une finition, si je puis dire, vous le faites parce que vous voyez bien que l'homme est totalement en érection, à 2 doigts d'éjaculer, j'imagine, et vous avez quoi? Vous avez envie d'être généreuse, vous avez pitié, ça vous excite? Qu'est-ce que vous diriez? Alors non, personnellement, c'est pas l'excitation, c'est plutôt oh le pauvre, je vais pas laisser dans cet état. C'est ça. Et quelque part, je me sens responsable de l'avoir amené dans cet état en l'ayant massé intégralement en fait. Et comme par ailleurs, donc dans ma vie perso, j'avais cette expérience libertine. Pour moi, j'avais pas de tabou non plus sur l'acte en lui-même, en fait, ni sur le sexe, ni sur le corps, ni sur les pratiques. Mais par contre, dans mon cadre pro, alors où je débutais, parce qu'au début c'était juste un stage. Pour moi, à la base, non, je faisais du massage, je faisais pas un truc sexuel, quoi. D'ailleurs, vous avez massé le pénis, Oui, mais c'était massé. Et en fait, petit à petit, dans mon évolution, donc là je parle en années, je parle en années, je me suis posé cette question, est-ce que finalement, une masturbation, est-ce que c'est un acte sexuel? Oui, alors, on peut répondre à ça. Donc déjà, par rapport à la réaction de l'homme, on peut se dire que s'il vient pratiquer un massage naturiste, en réalité, il y a souvent, pour ne pas être hypocrite, une volonté d'excitation de l'homme également. On appelle massage naturiste quelque chose pour masquer en réalité quelque chose qui est un petit peu plus sexuel que cela veut bien le dire. Moi, je veux juste dire un tout petit mot. Rappeler le cadre légal de la situation, même si vous l'avez légèrement évoqué. Le fait de faire une finition, une masturbation manuelle, c'est un acte sexuel. D'un point de vue de la loi, je ne parle que de la loi, cela fait de vous une prostituée et du client, un client de prostituée qui est pénalement sanctionnable d'une amende et, encore plus grave, de l'établissement qui, lui, est sanctionnable de proxénétisme. Donc, juste pour bien comprendre, tout ce que vous racontez est dans un cadre légal français qui est strictement interdit en réalité, et les patrons de ce salon de massage pourraient se retrouver 5 ans en prison très facilement. Il y a de nombreux cas en France, ce n'est pas des cas isolés. Il y a beaucoup de, entre guillemets, j'utilise le mot dérive parce que c'est comme ça qu'il est appelé officiellement, de dérives de salons de massage naturistes qui font l'objet de nombreuses condamnations judiciaires. Il y a un vrai travail aujourd'hui pour aller débunker par la police, pour aller débunker ces salons de massage. Donc juste pour préciser que les auditeurs ne se disent pas, tiens, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire en France, et ça répond à votre question à la fin sur est-ce qu'une masturbation est un acte sexuel. Au regard du droit français, la réponse est oui. Mais j'entends bien que pour vous, ça ne l'est pas. C'est bien. Alors, pas aujourd'hui, parce que justement il y a eu une évolution. Mais justement, j'avais envie d'apporter ce témoignage pour dire que la morale, en fait, elle est personnelle. Alors certes, il y a la loi qui pose un cadre, et parfois ça peut, quand la culture je transpire dans le cadre personnel, on peut se trouver imbibé en fait de cette. Bien sûr, non, mais je crois que ce qu'il faut dire, moi c'est comme ça que je vous le dirai, Vanessa. Je crois que vous êtes dans la transgression, mais dans un certain sens, moi j'ai toujours considéré que la transgression, à partir du moment où elle ne fait que du bien, entre 2 adultes ou 3 ou 4 ou qu'importe, elle ne me choque pas et elle ne me gêne pas, parce que je suis peut-être plus amorale que la plupart des gens, mais je peux entendre que ça choque certaines personnes qui vous écoutent. Je suis même pas sûr que vous considériez. Est-ce que vous considérez être dans la transgression en réalité? Alors aujourd'hui, je ne le pratique plus de cette façon-là. Et à l'époque, non. Je pense que j'étais exactement dans le cas que vient d'exprimer Brigitte. En fait, pour moi, j'étais sur mon chemin. Je vivais mes expériences. J'avais certainement besoin de vivre ça à ce moment-là. Ça m'a valorisée en tant que femme. Ça m'a redonné confiance en moi. D'ailleurs, à mon avis, c'est pour ça aussi que j'avais ces expériences libertines à ce moment-là. Mais par contre, c'est vrai que merci Arthur d'avoir reprécisé ce cadre légal, parce qu'un jour, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais attends, là, tu es en train d'être rémunéré pour ce massage. Et la finition que tu es en train de faire, elle est rémunérée également. Donc, ça veut dire que tu es une pute. Est-ce que tu es une pute? Non, tu es pas une pute. Il vous donnait un supplément quand vous finissiez?
j'y suppose. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Même pas. Bon, bah, donc. Non, pas du tout. Oui, donc on est dans un contexte où vous vous rendez pas compte effectivement qu'il y a une transgression légale, et parce que par rapport justement à l'auditeur que vous avez cité, c'est très intéressant, sur l'histoire de la sacralisation de la sexualité. Je pense que le précédent auditeur qui avait une importance que le sexe soit justifié par de la séduction avait une forme de sacralisation de la sexualité. Or, comme vous avez une expérience libertine, vous pratiquez la sexualité de façon assez libre, décomplexée, et donc pour vous, on sait bien que dans un cadre libertin, je dis pas qu'il y a zéro séduction, mais les standards de séduction sont peut-être plus faibles parce qu'on a envie de s'amuser, et donc on n'est pas en train de s'offrir des fleurs dans un club libertin. Et donc vous aviez une version personnelle une vision personnelle de la sexualité plus libérée, moins sacralisée, et donc bon, une petite masturbation par-ci par-là, ne vous engagez pas davantage d'un point de vue moral en réalité de ce que vous racontez. Ni affectif, évidemment. Ce qui est intéressant quand même, Arthur Vernon, on l'a entendu avec Vicky, on l'a entendu avec Ondine, on l'entend avec Vanessa. Toutes les trois disent bien que de voir le désir qu'elle suscite auprès des hommes ou auprès du public augmente leur confiance en elles, leur capacité à se sentir mieux, leur estime, etc., etc. Et parallèlement à ça, on sait très bien que les hommes, pas à cause ou grâce à leur pulsion sexuelle, sont assez vite en érection et ont besoin de se soulager. Donc c'est tout le débat. Est-ce que on met de la loi là-dedans? C'est a priori oui, mais je pense qu'on a bien avancé quand même grâce au témoignage des auditeurs. Vous pourrez réagir à ce que je viens de dire dans un instant, mais on fait la petite pause et puis on va conclure également. Avec Michel Ledoul, demain, nous évoquons les clés que notre corps nous donne pour comprendre notre destinée. Nous attendons vos témoignages au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Arthur Vernon est avec nous et vous avez créé le bar à fantasmes, le Sweet Paradise. Je sais que déjà beaucoup d'auditeurs sont allés à cet endroit, paraît-il, extraordinaire. Je n'y suis toujours pas allée. Je suis trop prude, ça doit être pour ça. On s'en doute. Vous avez envie de réagir à ce que je viens de dire juste avant la pause ? Je suis juste parfaitement d'accord. Ensuite, voilà, il y a des visions personnelles sur la sexualité, et je pense que derrière ces visions personnelles vont influencer la position qu'on peut avoir sur la pratique du travail du sexe. Voilà. Flora va conclure avec nous. Bonjour Flora, merci de prendre la parole. Bonjour Arthur, bonjour Brigitte. Bonjour Flora. Très intéressant et pas mal questionnant par rapport à cette problématique-là, parce que moi je suis soignante et du coup j'ai travaillé en structure avec dans le milieu du handicap, et je me suis rendu compte que il y a beaucoup de formations, on propose beaucoup pour les soignants, et en fait on ne met pas forcément en action. Voilà, quand vous parlez de la maman d'un enfant en situation de handicap qui était obligée de branler tout ça, je me dis mais que ça doit être compliqué. Nous en tant que soignants à domicile, parce que je fais du domicile aussi, déjà l'intime à travers les soins d'hygiène, dès que des parents veulent s'occuper de leurs parents âgés, on dit non, c'est pas à vous de faire la toilette, c'est pas. Donc l'intime est déjà, on essaie de leur dire c'est pas à eux d'aller là. Et du coup, ça questionne beaucoup de choses, parce que là, l'intime, c'est le sexuel, c'est très tabou. Alors, c'est intéressant parce que vous utilisez le mot intime pour une toilette intime, comme si, finalement, c'était quand même tabou. Je suis pas totalement convaincue que ce soit. Il y a de la gêne pour la première fois, chez certaines personnes. Il y a de la gêne et on peut le ressentir. Donc très souvent, des personnes âgées, comme il n'y a plus de sexualité, ils peuvent dévier et demander, de par les réflexions, surtout à des jeunes collègues, on l'imagine, oui. Voilà. Voilà. Donc c'est très compliqué parce que nous on bascule, les personnes basculent très vite dans ce domaine-là.
Oui, il y a une levée des inhibitions arrivée à un certain âge et avec. Et puis il y a quand même là de l'intimité. Il y a effectivement de l'intimité avec un contact génital pour le coup. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment à la frontière. Moi, je trouve que c'est effectivement un excellent exemple parce que d'habitude, la loi française prohibe justement tout ce qui est génitalité, alors que dans le milieu médical, dans ces exemples de toilettes que vous donnez, effectivement, on est border. Donc oui. C'est ça. Et justement en structure, là, quand je parle des jeunes en situation de handicap, tout est proscrit, enfin tout, on freine toutes ces actions-là, d'échanges entre eux, et du coup, ils décompensent très vite. Cette agressivité explose. Et on trouve une extrême violence aussi après. Voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Ils se sentent rejetés justement parce que vous n'êtes pas apte à accueillir justement leur génitalité. C'est ça que vous voulez dire, hein? Oui, tout à fait. Et puis les cadres aussi. Tout le monde est un petit peu dépassé en fait là. Voilà. Vous faites un lien entre leur absence de sexualité et la violence, selon votre observation personnelle? Alors, c'est pas absence de sexualité, c'est-à-dire qu'on leur interdit. Qu'est-ce que vous leur interdisez? Justement de s'approcher de l'autre, du sexe opposé. On essaye, vous voyez, de mettre à distance tout ce qui est sexuel. Et du coup, cet interdit-là, pour eux, c'est compliqué. Mais c'est interdit parce qu'on a peur qu'il y ait des problèmes de consentement? Oui, et puis très souvent ce sont des jeunes donc qui n'ont pas de pilule, qui n'ont pas, voilà. Oui, mais par exemple, je ne sais pas si vous travaillez aussi dans ces structures, mais quand on est dans des structures de maladies, de handicap psychique, il y a parfois en effet des choses très difficiles à gérer et on n'a pas envie, par exemple, qu'une jeune fille trisomique se retrouve enceinte. Enfin, je veux dire, osons dire les choses, hein, parce que c'est ça, hein, dans ces structures-là. Et comme ils sont souvent assez désinhibés, on est obligé presque de les enfermer à double tour pour pas qu'ils se rencontrent. Enfin, c'est ça. Ouais. Oui, la frontière, elle est quand même, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, vis-à-vis des familles aussi. Et vous avez une idée comme ça de quelque chose qui pourrait améliorer la situation, selon vous? Alors, est-ce que il faudrait développer, je sais pas, un espace dédié à de la rencontre, que ça soit un petit peu quand même cadré entre guillemets. Après, il y a pas de loi qui légifère sur ça, donc on se trouve un petit peu coincé quand même, faut dire, de par notre culture aussi. Hein. Oui, parce qu'en fait, on a une sorte de comment dirais-je de la sexualité pour des personnes qui ont un handicap, notamment quand c'est d'ordre mental. Alors là, ça devient le tabou des tabous, et ce qui peut se comprendre. Hein. Moi, je suis pas en train de juger. Et vous, on vous met sur le terrain avec peu de formation finalement, et vous êtes obligé de faire avec. Et je conçois tout à fait que vous avez parfois des situations qui doivent être très 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 douloureuses et compliquées. Oui, et puis on peut pas en parler avec les familles parce que c'est encore une fois, on va dire quoi? Les familles vont pas sur ce terrain-là. Oui, on est sur le domaine de l'intime, du tabou, c'est compliqué. C'est vrai que le vrai critère de la sexualité, qui vient d'ailleurs d'être rappelé récemment dans la loi sur le viol, c'est le consentement. Donc le problème avec des personnes ayant un handicap mental, c'est que forcément on peut se poser la question exactement du consentement. Elles sont ni consentantes ni pas consentantes. Voilà la difficulté. Je pense qu'on peut le dire de cette manière-là, bien sûr. D'où la difficulté du milieu médical de devoir gérer ça, alors que c'est le critère fondamental pour accepter de la sexualité. Donc là, vous soulevez une très bonne problématique sur laquelle, à mon avis, effectivement, peu de personnes ne se posent la question, et c'est dommage. C'est presque une question d'eugénisme, osons le dire, n'est-ce pas?
Oui. Et puis je crois que ce serait nécessaire d'avoir un vrai débat sur cette question de santé sexuelle, puisque ça a été reconnu par l'OMS quand même. Sûr. Ce serait un vrai débat, et je pense qu'il est impossible parce que chacun vu qu'il y a très peu de gens qui sont à l'aise dans leur sexualité, qui sont libres sexuellement, pour utiliser le mot, chacun y va de ses propres convictions, de ses propres peurs, de ses propres tabous. On entend bien, la prostitution, oui, mais pas quand. La pornographie, oui, mais pas quand. Mais c'est pas comme ça qu'on avance dans des. Bon. Sur la santé sexuelle, depuis 2017 et le premier quinquennat Macron, le ministère de la Santé a repris la thématique. Donc il existe, on peut trouver quelques slides sur Internet de présentations, mais à part les présentations, c'est vrai qu'on a du mal à voir les actions concrètes, et on est vraiment sur des concepts très à minima de la santé sexuelle. Moi, je suis très amie avec Yves Pslati, qui a fait une très bonne définition de ce qu'est la santé sexuelle. Et je peux vous assurer qu'il y a peu de Français qui sont en santé sexuelle. N'est-ce pas, Flora? Merci de ce témoignage délicat, Flora. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir témoigné. Merci beaucoup, Arthur Vernon. C'est vous qui aviez envie d'aborder ce sujet, parce que je sais que vous préparez un livre. On l'attend avec impatience. Merci à vous. Demain, on sera avec Michel Odoul. On va revenir sur le corps avec Michel Odoul, bien sûr, et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai.